The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. 2 décembre 2010, le Qatar obtient l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2022, une première pour un pays arabe et une grande surprise pour ce territoire du Golfe Persique, grand comme l'Île-de-France, sans grande tradition footballistique. 12 ans se sont écoulés depuis cette attribution, et alors que la compétition démarre dans quelques mois, les scandales et appels au boycott émergent toujours. Retour sur 12 années mouvementées autour de l'édition la plus contestée de l'histoire du foot. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que cette vidéo est purement informative. Des liens sont en description si vous souhaitez en savoir plus. Mon but n'est pas d'influencer ou de juger, mais plutôt de faire un compte-rendu de la situation actuelle. De la même façon, cette vidéo n'est absolument pas liée à la rivalité OM-PSG. Une fois que tout cela est dit, je pense qu'on peut commencer. S'il était impossible pour le grand public de placer le Qatar sur une carte en 2009, eh bien en 2022, c'est plus tout à fait pareil. Lorsqu'on évoque le Qatar, chacun est capable de raconter quelque chose au sujet de ce pays. Alors comment, en à peine plus de 10 ans, les Qataris ont réussi à entrer dans nos esprits? Pour bien comprendre comment le Qatar en est venu à organiser la plus grande compétition de football de la planète, je vous propose de revenir aux origines de ce pays très récent. C'est en 1971 que le Qatar obtient son indépendance. Très vite, le pays sera soumis à l'influence voire à l'ingérence de ses voisins, en particulier la puissance saoudienne. En 1995, il y a un nouveau prince qui arrive à la tête du Qatar, le prince Al Thani. Son objectif, c'est que l'émirat retrouve sa souveraineté dans les affaires étrangères. Il faut bien comprendre certaines choses dans la situation géopolitique du Qatar. Quand on est un aussi petit pays au Moyen-Orient, c'est très dur d'exister. Pour résumer très grossièrement, une nouvelle fois, je ne suis pas historien, il y a des liens en description si vous souhaitez en savoir plus. L'Arabie Saoudite est le pays du pétrole, le Bahreïn la plaque tournante de la finance, Dubaï celle du commerce. Pour exister sur la scène internationale, le Qatar avait deux choix possibles, l'industrie et le sport. Le Qatar va choisir le sport et va donc mettre en place sa stratégie sportive pour se faire connaître aux yeux du monde. L'émirat va donc utiliser le soft power, qui est une notion que vous avez sûrement déjà vue, pour répondre à un triple objectif, c'est-à-dire gagner en visibilité et en influence internationale, se détacher de la tutelle de son grand rival l'Arabie Saoudite, et diversifier son économie, parce qu'elle repose essentiellement sur le gaz aujourd'hui, et que le gaz, c'est pas infini, un jour il y en aura sûrement plus, et le Qatar devra continuer à vivre après cette période. Du coup voilà, la révolution sportive est lancée dans l'émirat, et c'est à partir de 93 que ça commence avec la création du tournoi de tennis de Doha, qui existe toujours, et la participation à pas mal de compétitions dans différents sports. Voilà, il y avait de la voile, des sports mécaniques, du golf. Il y a ensuite la création d'Al Jazeera Channel, une chaîne de sport, qui est créée en 96. Et après les années passent, et le Qatar commence à se faire un nom dans le foot, en permettant à certains grands joueurs de terminer leur carrière dans des clubs du pays. De Saï, Guardiola, Xavi, Franck Leboeuf, Samuel Eto'o, Moussa Sow, Lucho González, Sonny Anderson, bref, la liste est très longue. Mais le vrai tournant, c'est 2011. Création de beIN Sport, qui devient la plus grande chaîne de télévision sportive du monde, et le rachat bien évidemment du Paris Saint-Germain. Un choix très stratégique, parce que ça permet d'associer le Qatar à l'image d'un club historique et de le faire grandir en gagnant sur la scène nationale et européenne, via notamment la Ligue des Champions, et ça permet aussi d'associer le Qatar à la ville la plus visitée du monde, Paris, et ainsi gagner en visibilité et en prestige. Aujourd'hui, en 10 ans, quand on pense Qatar, on pense au PSG très rapidement, on pense à Paris, on pense aux investissements, on pense à Neymar, on pense à Mbappé, on pense à la compétitivité et on pense au foot. Donc, grâce aux importants investissements qataris, Paris s'est devenu un grand club européen et l'une des plus grandes marques de football. On estime aujourd'hui qu'il y a 75 millions de supporters à travers le monde, c'est énorme. Le Qatar est aujourd'hui, à l'heure actuelle, un grand de l'univers du sport. Leur principale mission, c'était de placer le Qatar sur une carte, elle est réussie, mais quelque chose m'a interrogé, c'est que la plupart des événements majeurs du sport qui ont fait la renommée du Qatar ces dernières années, elles sont arrivées après l'obtention de la Coupe du Monde et bien après le dépôt de la candidature. Alors comment l'émirat a convaincu les membres de la FIFA de leur donner la Coupe du Monde 2022 ? En 2010, il y avait 5 pays qui prétendaient à cette attribution, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. 4 concurrents donc de taille et le Qatar partait pas du tout favori.
Pour une telle candidature, le Qatar a donc dû sortir les grands moyens. Leur objectif, c'était de trouver des soutiens ayant du poids. Qui de mieux que le chef d'un État puissant, représentant un pays ayant du poids au sein de la FIFA, pour t'apporter son soutien? Nicolas Sarkozy, président au moment de l'attribution de la Coupe du Monde 2010, devient un des plus grands défenseurs de cette édition. Il a même réalisé son premier discours suite à sa défaite en 2012 contre François Hollande, à Doha au Qatar quelques mois plus tard, pour promouvoir la compétition. La raison la plus probable vient sûrement des 100 milliards d'euros de travaux pour construire les infrastructures d'accueil au Qatar. Une partie a sûrement été promise à la France en échange de ce soutien. Un deuxième soutien, cette fois-ci écologique, puisqu'il fallait une personnalité qui prouve qu'écologiquement, la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas si mal. Une nouvelle fois, le Qatar choisit un Français, Yann Arthus Bertrand, écologiste renommé à la tête de la fondation Good Planet. En 2010, il est contacté donc par le Qatar qui lui promet une compétition 100% écologique. Ça paraît dur à croire. Interrogé par Canal+, il avait déclaré qu'il ne savait pas qu'une Coupe du Monde se déroulait au mois de juillet parce qu'il suivait pas assez le foot. Assez cocasse pour un écologiste quand tu sais qu'au Qatar, on est en plein milieu du désert. Il avait également oublié de lire le passage dans lequel le Qatar promettait de climatiser tous ses stades. Est-ce que on est sérieux? Bref, aujourd'hui, il regrette de les avoir soutenus, mais alors pourquoi un tel choix? En 2009, il réalise un film sur la préservation de l'environnement. Il manque de sous, et comme vous le doutez bien, le Qatar va alors participer à ce projet, comme on peut le voir dans le générique de fin, avec des remerciements au Qatar pour leur participation. Il manquait alors aux Qataris une dernière caution, venant directement du monde du foot. Et l'Émirat va une nouvelle fois se tourner vers un Français. La surprise, c'est dans une minute. Zinedine Zidane. 11 millions d'euros, c'est ce que le Qatar a déboursé pour s'attacher les services d'un des plus grands noms de l'histoire du foot, qui va donner une crédibilité immense à cette candidature. Rappelez-vous, à cette époque, le Qatar ne représente presque rien à l'échelle internationale. Et personne, mais vraiment personne ne croit à cette candidature. L'Émirat est donné perdant par tous ses concurrents, et il décroche une des personnes qui symbolise le mieux la Coupe du Monde. Viendront ensuite appuyer cette candidature Guardiola, Xavi, Cafu, Tim Cahill ou encore Samuel Eto'o, toujours ambassadeur à l'heure actuelle. Sauf que voilà, l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar a forcément attiré beaucoup de projecteurs sur le pays. Et si fin mars 2021, la sélection nationale de Norvège dénonçait les manquements du Qatar aux droits humains et envisageait de boycotter la Coupe du Monde, c'était pas la première fois que c'était arrivé. Les révélations concernant la mort de milliers de travailleurs sur les chantiers des stades font le tour du monde. Selon le Guardian, ça serait plus de 6500 personnes qui seraient décédées depuis 2010, victimes d'épuisement, de déshydratation ou d'accidents. Lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près aux images et aux témoignages qu'on peut trouver sur le net, le constat est édifiant. Mais les Britanniques ne sont pas les premiers à avoir levé le voile sur ce qui se trame au Qatar. En 2013, Amnesty International sort un rapport « Traitez-nous comme des êtres humains » en parlant des travailleurs migrants au Qatar. Logement insalubre, à 10 dans la même chambre, ghetto en dehors de Doha, discrimination raciale, bien loin des 35 heures françaises pour des payes avoisinant à peine les 200 € par mois. L'essentiel de ces travailleurs seraient des migrants considérés là-bas par leur employeur comme des populations de seconde zone. Ils travaillent selon le système de kafala, c'est-à-dire qu'ils doivent fidélité à leur employeur, ils ne peuvent pas en changer, leur passeport est confisqué, ils ne peuvent plus quitter le pays et travaillent dans des conditions choisies par l'employeur. Il y a certes des exceptions, mais en général, on est sur quelque chose qui s'apparente à de l'esclavage moderne. Avant le mois d'août 2020, Amnesty International rappelle que le Qatar avait adopté 2 lois visant à mettre fin aux restrictions empêchant les travailleurs migrants de quitter le pays et de changer de travail sans la permission de leur employeur. Mettre fin, en gros, au système de kafala. Une mesure positive mais qui arrive très tard, les travaux ont déjà démarré depuis 10 ans, et c'est surtout une mesure que le pays peine à faire respecter. Beaucoup d'informations qui ne reflètent pas vraiment l'image d'une Coupe du Monde. Imaginons que vous vous rendiez au Qatar en 2022 pour assister à un match. Bon, alcool interdit, ça, c'est vraiment pas grave. Mais si on jette un œil aux droits des femmes par exemple, ça fait peur. Vous vous rendrez dans un pays où la justice peut condamner des femmes violées.
et où l'homosexualité peut être punie par la peine de mort. 2 exemples qui font froid dans le dos, à chacun de se faire son propre avis. Aucun jugement, ce que j'expose là ne joue clairement pas en faveur du Qatar. Mais vous me direz, il y a 4 ans la Coupe du Monde était en Russie, et on peut penser la même chose. La Russie, en termes de droits humains, on est très loin d'un modèle parfait. C'était aussi arrivé en 78 en Argentine, où Cruyff avait refusé de se rendre à la Coupe du Monde à cause de la dictature présente dans le pays. C'est un débat qui n'est pas prêt de s'arrêter, et peut-on vraiment faire une liste de pays interdits de Coupe du Monde? Qui déciderait alors de cette liste? Quels seraient les critères? Difficile à imaginer. Suite à ces questions, dont on n'aura sûrement jamais les réponses, il y avait aussi le débat sur la légitimité du pays à accueillir la Coupe du Monde en fonction de son passé footballistique. Là aussi, chacun son avis, mais le football ça appartient à tout le monde, c'est du partage, alors pourquoi ne pas faire participer tous les pays? Il est clair que le Qatar n'est pas un pays de foot, ou du moins n'était pas, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas proposer une super compétition. Pareil pour le débat sur la Coupe du Monde en hiver, chacun son avis, et vu ce qu'on vient de voir, ça reste un détail dans l'histoire. Tous ces éléments pour vous montrer le contexte au moment de l'attribution de la Coupe du Monde et le contexte sur les 12 années de travaux qui sont derrière nous maintenant. Et ça nous amène donc à savoir comment le Qatar a pu obtenir la Coupe du Monde en 2022 avec tous ces éléments qui ne jouent pas vraiment en leur faveur. Dès le lendemain de l'attribution, plusieurs membres de la FIFA sont interrogés et sont assez étonnés du choix, mais leur conclusion est la même, le Qatar a dû convaincre que leur dossier était le meilleur, ils ont gagné, c'est comme ça. Mais, dans de nombreux tabloïds, dès le lendemain, aux 4 coins du globe, on dénonce une attribution truquée. Lui, c'est Harold May Nichols, l'homme en charge de l'inspection des dossiers pour la Coupe du Monde 2022. Il étudie pendant de longs mois les 5 candidatures selon des critères précis. Infrastructure, capacité d'accueil, accueil des spectateurs. Il rend son rapport et il conclut par un jugement qui doit répondre à cette question. Quel est le risque que le pays rate l'organisation de la Coupe du Monde? Il peut répondre faible, moyen ou élevé. À la surprise générale, tous les pays ont un risque faible. Logique, ils ont travaillé pendant des années sur leur candidature, donc ils sont un minimum sûrs. Tous ces pays, sauf un, le Qatar, qui a un risque élevé. Ça partait déjà pas bien. Le seul problème que va rencontrer le Qatar, c'est que quelques années plus tard, on en apprend toujours plus en plus entre ceux qui dénoncent, qui vont parler, et les médias qui mènent leur enquête de leur côté. Ça va pas arranger la cause de la Coupe du Monde 2022. Elle, c'est l'américaine Ferdra Al-Majid. Elle était attachée de presse du comité du Qatar, et elle affirme que le président du comité qatarien a versé à 3 membres africains du comité exécutif de la FIFA, donc c'est ceux qui vont voter pour l'attribution de la Coupe du Monde, 1,5 million de dollars chacun, en échange de leur vote. Elle vit depuis aux États-Unis, elle regrette amèrement son geste, elle subit des pressions, et elle doit vivre avec des gardes du corps 24 heures sur 24. En mai 2011, on a d'un côté Jack Warner, président de la CONCACAF, donc la section Amérique du Nord du football, et de l'autre côté, le Qatarien Mohamed Bin Hammam, président de l'AFC, donc du comité d'Asie, sont arrêtés tous les deux après que Chuck Blazer les ait dénoncés auprès de la justice américaine. Chuck Blazer, c'était le secrétaire général de la CONCACAF. Warner est accusé d'avoir organisé, à la demande de Bin Hammam, une réunion avec les autres membres de la CONCACAF, au cours de laquelle Bin Hammam aurait donné 40 000 dollars à chacun en échange de leur voix lors de la future élection du président de la FIFA. Bin Hammam nie évidemment et affirme avoir seulement offert quelques montres de luxe comme simple cadeau. Ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que le Qatar aurait acheté les voix du comité Amérique du Nord. Parce que oui, pour bien comprendre comment on attribue une Coupe du Monde, c'est un système de vote. À chaque fois qu'on fait une session de vote, le pays ayant le moins de voix est éliminé, donc ça se fait sur 4 votes, et il y a un nombre de votes associés par continent. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Océanie, Afrique et Europe. Tous les continents n'ont pas le même nombre de votes, mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors du dernier vote, il y a 23 votants, et il faut avoir la majorité, soit 12 voix, pour avoir l'attribution de la Coupe du Monde. En 2014, nouveau coup de tonnerre, le journal anglais le Sunday Times publie des articles affirmant que le Qatar aurait payé un grand nombre de personnes pour obtenir la Coupe du Monde. Leur accusation se tourne vers Hicham El Amrani, le vice-président de la FIFA, homme d'affaires qatari, qui va faire plusieurs paiements secrets à des dirigeants de football un peu partout dans le monde.
On voit dans ce rapport plusieurs documents montrant des paiements à un grand nombre d'acteurs du foot, en particulier des présidents de fédérations africaines et asiatiques. Certains dirigeants sont même allés directement demander de l'argent et assument leur acte. La raison elle est toute simple, ce sont les dirigeants des fédérations qui vont élire les représentants africains qui voteront pour la Coupe du Monde. Le Qatar aurait donc acheté les votes de 2 continents. En s'assurant l'Afrique, l'Asie, ils sont déjà à 7 voix sur les 12, plus l'Amérique du Nord, je crois que c'est 2 voix, on monte à 9, soit une bonne partie quand même de l'attribution de la Coupe du Monde. Toutes ces accusations, c'est des accusations fortes, libres, à vous de les croire ou non, mais elles vont prendre encore plus de valeur quand, quelques temps plus tard, Reuters dévoile un mail envoyé par Jérôme Valk. Son nom vous dit peut-être quelque chose, c'était le secrétaire général de la FIFA, bras droit de Sepp Blatter. Il envoie un mail à un de ses collaborateurs dans lequel il écrit, noir sur blanc, « Le Qatar a payé des membres pour le vote, ils ont acheté la Coupe du Monde. » Beaucoup d'indices qui montrent que l'attribution de cette Coupe du Monde n'est pas très claire. Et des affaires louches, on n'a pas terminé d'en voir. Michel Platini déclare publiquement avoir voté pour le Qatar. Rien de mal à ça, c'est son choix. Seulement voilà, 10 jours avant le vote, quelqu'un l'appelle pour lui proposer un dîner. Nicolas Sarkozy, tiens donc. L'ancien international français se rend à l'Elysée et découvre avec surprise que le Premier ministre qatari et le prince héritier du Qatar sont également présents. Bizarre. 1 an plus tard, son fils est recruté par le Qatar, avec un poste juste de dirigeant d'une immense marque de sport. Rien que ça. Une autre raison qui pourrait expliquer son vote et la victoire du Qatar, le fait qu'en 2010, on vote en réalité pour 2 Coupes du Monde en même temps, 2018 et 2022. Platini, chef de la Confédération Europe de la FIFA, doit impérativement obtenir la Coupe du Monde 2018 en Europe. Ça fait depuis 2006 que ce n'est pas arrivé et c'est très important. Il joue son poste là-dessus, suite à quoi il aurait échangé son vote pour 2022 contre le vote d'un autre membre pour 2018. Selon plusieurs médias une nouvelle fois, la pratique elle aurait été très répandue en 2010 lors du vote, alors que les règles de la FIFA l'interdisent strictement. Des scandales sortent tous les jours, la FIFA est proche de l'explosion. Du coup, elle va mandater un homme, le meilleur dans son domaine, Michael Garcia, pour mener une enquête sur l'attribution des 2 Coupes du Monde. En 2014, il remet son rapport et, visiblement, d'après la FIFA, rien ne permet de remettre en cause ces 2 choix. Bon, par contre, évidemment, le rapport n'a pas été rendu public, on a seulement un résumé de 300 pages sur les 400 pages rendues par Michael. Et ça va pas vraiment lui plaire, parce qu'il va démissionner quelques jours plus tard en déclarant dans la presse que la FIFA ne faisait pas du tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la vérité. Ça en dit long sur les pratiques de la FIFA et sur la vérité émanant de cette attribution pour la Coupe du Monde 2018, mais surtout pour la Coupe du Monde 2022, puisque c'est la plus controversée. Au final, en 2015, c'est plus d'une dizaine de personnes qui sont virées de la FIFA suite aux enquêtes du FBI. Certains sont arrêtés et envoyés en prison, d'autres, comme Platini, sont suspendus de football pendant plusieurs années. Blatter, à peine réélu président de la FIFA, est également contraint à quitter son poste. L'attribution de cette Coupe du Monde n'est qu'une petite affaire dans l'affaire. En cherchant bien, on s'aperçoit que raquettes, fraude, blanchiment d'argent sont aussi de la partie, et tout est lié dans un monde où rien ne semble vraiment équitable. Cette vidéo n'est là que pour vous montrer qu'il existe de grandes différences entre l'image du football qu'on a nous, consommateurs, avec celle que donnent les plus hauts représentants de ce sport. Le football n'est finalement qu'un reflet du contexte géopolitique de notre monde. Quand on voit les États-Unis s'investir autant suite à leur défaite, ou l'Arabie Saoudite faire pression pour annuler l'édition 2022, on comprend vite que le foot n'est qu'un prétexte. Si je veux bien être optimiste sur bien des sujets, la dernière déclaration d'Infantino, président de la FIFA à l'heure actuelle, fait assez peur. Je ne pense pas que la FIFA retrouvera le bon chemin avant un moment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les commentaires sont là pour débattre, des commentaires constructifs je l'espère. Je vous invite une nouvelle fois à consulter les liens en description pour en savoir plus sur tous les sujets évoqués dans cette vidéo. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo qui sera plus joyeuse, je vous le promets. Et tu peux bien évidemment liker la vidéo si ce genre de contenu te plaît. Je reviendrai en force. Je vous dis à bientôt les amis.